Un professeur donne son cours à l'université, et juste après, une étudiante tombe sur un homme visiblement perdu, avec une amnésie très particulière, il oublie tout au bout de 15 minutes. Le prof lui dit de partir, parce que la police va bientôt s'en mêler. On apprend que cet homme, Karan, a reçu un coup de barre de fer sur la tête. C'est ça qui lui a détruit la mémoire à court terme. Personne sait qui l'a frappé. Une chose est sûre, il n'a pas oublié comment se battre. Ni comment planter un couteau. Un premier homme de main tombe, mort. Karan prend une photo du corps, note 2-3 infos dessus. Il récupère aussi le téléphone du gars, et en voyant un nom apparaître, Marco, quelques souvenirs flous lui reviennent. Il note même sur sa liste de choses à faire, tuer Marco. Puis il s'en va. Un peu plus tard, les flics débarquent, trouvent le corps. L'enquête démarre. Un inspecteur arrive, puis des membres d'un gang aussi. Une chose est claire, tout le monde en veut à Karan. Il finit par rentrer chez lui, et sa maison est couverte de notes, de photos, de tout un attirail pour traquer Marco. Le lendemain, avant de prendre sa douche, on découvre que tout son corps est recouvert de tatouages, des rappels, des indices, tout ce qu'il a besoin de se souvenir. Il est en pleine mission de vengeance, et devient complètement dingue en relisant ses propres notes. L'inspecteur Farid arrive à la gare de bus pour chercher des indices sur un ticket retrouvé sur la scène de crime. Un employé du guichet lui décrit l'apparence du suspect, et ses comportements bizarres, du genre à tout oublier. L'employé finit par le repérer, Karan, en train de monter dans un bus. Farid court après le bus, mais trop tard, il est déjà parti. De retour chez lui, Karan est en train de revoir toutes ses photos et preuves. Sauf que Farid débarque et l'assomme. Une deuxième fois pour faire bonne mesure, puis il l'attache. Il le déshabille aussi pour voir les tatouages, évidemment. Il fouille ensuite dans ses affaires, et tombe sur son journal intime. Franchement, fouiller dans les secrets les plus profonds d'un homme, c'est pas très élégant. Bon, c'est l'heure du flashback. Regardez-le, jeune et heureux comme ça. Où sont passées toutes ces années? À l'époque, Karan est sur le point de diriger la plus grosse entreprise de téléphonie mobile d'Inde. Ça se voit tout de suite, avec tout le prestige et le glamour qui l'entoure. Dans cette vie d'avant, il continue d'impressionner tout le monde autour de lui. Il a un tel succès que les gens disent que rien que le sentir passer suffit à décrocher une promotion au boulot suivant. Puis une femme apparaît, dans un clip musical super stylisé, un vrai rêve éveillé, magnifiquement chorégraphié. Cette jeune femme, c'est Léa, et elle bloque carrément la circulation avec son charme. Elle est en retard pour un tournage de pub pour une lessive, un petit rôle. Le tournage tourne mal, parce qu'elle sabote exprès la scène pour faire mal paraître l'actrice principale. Résultat, le réalisateur, Antoine, finit par la virer de son propre studio de pub. Retour sur notre héros. Karan cherche un endroit pour installer un panneau publicitaire, et trouve l'emplacement parfait, sauf que Léa habite juste là. Antoine, réalisateur du petit studio de pub, se met à flatter Karan dès qu'il réalise qu'il parle à un employé de l'entreprise Airvoice. Il essaie de vendre sa petite boîte, mais les cadres d'Airvoice l'ignorent complètement. En fait, ils sont juste là pour voir Léa. Le reste de l'équipe du studio s'en mêle, et peu importe ce qu'on lui propose, Léa refuse tout. Puis, par un malentendu total, tout le monde se met à la traiter comme une reine, persuadée qu'elle est la petite amie de Karan, le PDG d'Airvoice. Voyant une belle occasion de se faire un nom, elle joue le jeu jusqu'à ce qu'Antoine vole sa carte de visite et appelle carrément l'entreprise. Du coup, elle doit continuer à prétendre qu'elle a accepté l'offre d'Airvoice. Elle finit par décrocher les rôles principaux dans presque toutes les pubs du studio. Plus tard, elle continue même à jouer les petites amies de Karan devant un journaliste, quelconque, qui l'interviewe. Elle pousse le mensonge de plus en plus loin, jusqu'à ce que Karan finisse par l'apprendre. Plein de gens l'embêtent aussi avec cette histoire. Agacé, il demande à ses hommes d'aller la chercher. Après un petit trajet en voiture, Karan tombe sur Léa en train d'aider des enfants handicapés. Quelle coïncidence, non? Elle utilise son intelligence pour les aider à passer un portail compliqué. Karan est visiblement touché par la scène, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a reçu ce fameux coup sur la tête plus tard, qui sait. Karan arrive au studio pour confronter Léa, et sans s'en rendre compte, elle se met à tout raconter directement à Karan lui-même, sans savoir que c'est lui. Elle continue de se vanter, encore et encore, d'être sa petite amie, et de comment leur histoire a démarré. L'ironie de la situation est énorme. Franchement, pour une histoire complètement inventée, elle est tellement détaillée qu'elle pourrait rivaliser avec un roman entier. Karan est là pour se venger, en quelque sorte, mais au lieu de la démasquer, il se fait passer pour un simple candidat au casting. Il lui donne son numéro, soi-disant pour des raisons professionnelles. Elle croit qu'il s'appelle Sachin. Et il va garder cette fausse identité jusqu'au bout. Plus tard, le fameux Sachin fait quelques interviews, et Léa l'appelle, elle a une offre pour une pub de sous-vêtements. Ce studio, on dirait presque un bar à striptease. Un peu plus tard, il traverse des rues étroites pour rejoindre le studio où elle tourne. Elle le surprend, lui présente cette nouvelle offre. Léa aide même un vieux monsieur aveugle à trouver du travail, dans la rue. Cette fille ment beaucoup, c'est vrai, mais elle a clairement un cœur en or. Et ce cœur en or brille tellement fort sur Karan qu'on a droit à une nouvelle séquence musicale imaginaire.
Franchement, pour de l'imagination pure, ces scènes sont drôlement bien chorégraphiées. La musique s'arrête jamais pendant tout le temps qu'il passe avec elle. Tout au long de ce montage, elle apparaît comme quelqu'un de généreux et de bienveillant. Petit à petit, il se rapproche vraiment, sans que Karen lève jamais le masque. Quelque chose me dit que ça va lui retomber dessus, tôt ou tard. Retour à la réalité. Léa rencontre Antoine, qui lui annonce une grande fête du Nouvel An, où son petit ami est censé venir, accompagné de gros bonnets d'Hervoise. Elle veut annuler l'invitation, panique un peu, puis trouve une idée soi-disant géniale, faire venir un inconnu pour jouer le rôle de Karen. Imparable, en théorie. Sauf que le vrai Karen débarque justement ce soir-là, et elle continue quand même de prétendre que c'est bien lui, le faux. Sacha, je te présente Monsieur Karen. Le vrai Karen a du mal à retenir son rire, et Léa finit par tout avouer sur ses mensonges à propos d'elle et de Karen. Vous imaginez, être remplacé par une contrefaçon aussi peu convaincante? Malgré ça, le vrai Karen continue de jouer le jeu, et donne même des conseils au faux Karen pour être plus crédible. Un mensonge empilé sur un autre, et Léa supplie Sacha de jouer le rôle de Karen pendant toute la fête. Il accepte. Antoine rappelle à Léa que la présence de Karen est cruciale pour son travail. Mais juste au moment où tout espoir semble perdu, Karen débarque et devient l'attraction de la soirée. Léa est impressionnée par son entrée, mais un peu perturbée par le baiser qu'il lui donne devant tout le monde. Le faux Karen, lui, est jaloux de ne pas avoir eu le rôle finalement. Soudain, des jeunes femmes arrivent pour demander un don caritatif. Léa trouve ça un peu tout mûche, presque du cinéma. Mais Karen donne plus de 500 000 roupies, sans hésiter. Sérieusement, elle sent rien de louche là-dedans? Bon, tant pis. Pour le reste de la soirée, Karen continue de vendre son personnage à Léa, et elle est tellement folle de joie qu'elle lui lâche un « je t'aime » un peu vite en besogne, non? Léa est prise de court, complètement confuse, elle demande du temps pour réfléchir. Elle promet de répondre le lendemain. Karen se dit que le meilleur moment pour lui avouer la vérité, ce serait juste après qu'elle accepte sa demande en mariage, sans savoir qu'il est vraiment Karen. Sinon, il finira par disparaître de sa vie, tout simplement. Retour au présent. Farid revient chercher plus d'informations auprès de Karen, mais il est toujours inconscient, donc il fouille encore et trouve un autre carnet. Comment il est censé le lire après s'être crevé les yeux? Bref, une bagarre chaotique éclate entre eux. Et juste au moment où l'inspecteur allait recevoir un jet d'extincteur en pleine face, l'ancienne équipe de Karen débarque, avec son médecin. Il propose de l'aide, du personnel, mais Karen refuse tout net. Ils repartent. Une alarme se déclenche, c'est l'heure d'aller mettre fin à Marco, définitivement. Karen se faufile dans un festival universitaire, où Marco est invité en tant que grand bienfaiteur riche et puissant. Il croise Nora, mais ses amis l'entraînent ailleurs. Sur scène, un membre du personnel présente Marco comme le généreux mécène de l'école. Karen le prend en photo plusieurs fois. Pendant qu'il rumine dans son coin, une autre séquence musicale mal placée démarre. Karen teste le numéro qu'il a noté pour Marco. Marco répond, puis raccroche immédiatement. Peut-être qu'il faudrait l'appeler à 3 heures du matin la prochaine fois. Plus tard, il rappelle depuis l'extérieur, mais à cause de la musique, Marco comprend rien, et fait prendre l'appel par un de ses hommes de main. Karen lui donne rendez-vous au parking sous-sol. S'ensuit une bagarre totalement hors sujet, sauf que Karen a oublié à quoi ressemble vraiment Marco, et se trompe complètement de cible. Le vrai Marco arrive avec toute sa bande et transforme le parking en champ de tir. Karen réussit à s'échapper de justesse. L'homme de main, lui, meurt dans les bras de Marco. Marco pense qu'il s'agit peut-être d'une vengeance liée à des affaires vieilles de 2 ans, et ordonne à ses hommes de faire la liste de tous les contrats de cette époque. Le lendemain, Nora rend visite à Karen, et découvre tous les indices qu'il a laissés pour lui-même, le gars ferme même pas sa porte à clé. Elle tombe sur ses photos, et découvre Farid, toujours ligoté dans un placard. Elle le libère, et alors qu'ils sont sur le point de filer, Marco débarque, sans aucun souvenir de qui ils sont. Farid tente de s'enfuir en courant, avec Karen et Nora derrière lui. Malheureusement, un bus le fauche complètement. Karen oublie l'incident presque aussitôt, mais le comportement suspect de Nora attire son attention. S'ensuit une nouvelle course-poursuite façon chat et souris. Elle se déguise en cliente dans sa boutique de parfum, et pile au moment où ses 15 minutes de mémoire s'effacent, Nora se fait passer pour son amie. Mais Karen est plus malin que ça, il se rend compte qu'ils ont déjà tourné en rond ensemble plus tôt. Nora utilise alors quelques sans-abri pour les distraire. Pendant ce temps, chez Marco, on assiste à un montage, un peu comme cette fameuse scène d'ouverture du dernier film Suicide Squad, où on voit quelqu'un nettoyer des gens. Sauf qu'ici, c'est littéral, il efface ses erreurs en effaçant les gens eux-mêmes. Que ce soit sa paranoïa ou son instinct, Marco sent qu'il reste des fils à couper. Nora vient alors le voir, et balance carrément Karen. Elle lui montre les photos, explique qu'elle pouvait pas aller voir la police, ni l'école, sous peine de tout perdre elle-même. Alors la solution intelligente, selon elle, c'était d'aller voir un mafieux impitoyable. Le dossier complet, remis en main propre. Elle donne à Marco toutes les infos sur Karen, puis s'en va. Marco annonce qu'il va faire disparaître Karen en 12 heures, façon magicien. De son côté, Karen se faufile dans le repère de Marco, prêt à tirer. Petite pause sur Nora, inquiète que Marco ait ses photos entre les mains. Elle appelle chez lui et c'est Karen qui décroche. Il se fait passer pour Marco, et elle lui balance absolument tout sans se douter de rien. Maintenant, Karen sait qu'elle est son ennemie.
Cette fille a vraiment aucun remords, elle se soucie même pas de ce qui pourrait lui arriver à lui. Mais du coup, il a récupéré son adresse. Nora réussit à s'échapper, court se réfugier ailleurs. Caron prend l'ascenseur pour la rattraper. Sauf que Nora coupe le courant. Le voilà pris au piège, comme un rat dans une souricière. Crier et se débattre comme un dingue, ça sert absolument à rien. Les flics et une foule arrivent, encerclent et maîtrisent Caron avant qu'il puisse s'en prendre à Nora. Ils finissent par l'emmener, et Nora se souvient qu'elle a volé le journal intime de Caron. Retour au flashback habituel de sa vie d'avant. Après avoir tout lu, on est en 2006. Dommage pour Farid, il va rater la fin de ce joli numéro musical. Enfin de retour en selle. Bien sûr, Caron est complètement dans le pétrin. Le lendemain, c'est le jour du verdict. Lui et Léa se retrouvent, et la réponse tombe, je t'aime. Belle fin, non? Générique? Doucement, c'est pas fini. Juste au moment où il allait tout lui avouer, elle lui raconte que son père était riche autrefois, jusqu'à ce que son oncle l'escroque dans un litige. Léa se lance alors dans un rêve de grandeur. Bien sûr qu'elle l'aime, dit-elle, mais tant qu'elle sera pas plus riche, elle refusera de se marier. Bon, ça se comprend. Caron continue de jouer sa comédie. Il confie les clés de l'appartement, censé être leur futur nid d'amour, à son assistant, en attendant le bon moment. Léa passe chez le prêteur sur gage pour vendre quelques bijoux. Caron, lui, prépare une surprise, une voiture. Lui et les enfants font un petit tour, tout le monde est heureux. Peu après, Léa gagne, comme par magie, un appartement dans un concours. Décidément, quelle semaine de chance pour elle. En réalité, c'est l'assistant de Caron qui a truqué le tirage exprès pour qu'elle gagne cet appartement. Elle l'invite chez elle et surprise, cet appartement, c'est exactement celui où Caron, amnésique, vit maintenant dans le présent. Le couple immortalise ce premier grand pas ensemble en photo. Caron annonce ensuite qu'il doit s'absenter 10 jours, soi-disant pour vendre un terrain afin de payer les soins de sa mère. Lors d'un rendez-vous tardif, Léa l'appelle pour un moment romantique, mais lui révèle qu'elle a vendu sa propre voiture pour lui donner de l'argent, afin qu'il n'ait pas à vendre son terrain. La pression du mensonge devient de plus en plus lourde, mais Caron continue quand même sa comédie, et repart avec l'argent. Et là, nouvelle séquence musicale, mais cette fois pleine de culpabilité. J'espère sincèrement qu'ils récupéreront cette voiture un jour. Caron repense à toute cette histoire en route vers l'aéroport, et s'envole. Nouveau cliffhanger. Un vrai choc pour Nora et sa bande. La dernière entrée du journal dit qu'en juin 2006, Caron est parti à Londres, pendant que Léa tournait à Goa. Le lendemain, la curiosité de Nora prend le dessus, et elle finit par aller voir Antoine, probablement pour parler de Léa. Ailleurs, la police reste complètement perplexe sur le cas de Caron. Pendant qu'il le sédate, il découvre tous ses tatouages souvenirs sur son corps. Ils saisissent aussi toutes ses affaires. Désespérés de comprendre qui il est vraiment, les flics appellent les numéros tatoués sur son corps. Ils finissent par tomber sur Marco. Il se présente au commissariat, et on lui demande qui est ce prisonnier sédaté. Aucune idée si Caron et Marco se connaissaient avant, mais Marco explique aux flics l'amnésie à court terme de Caron. Plus tard, l'assistant et le médecin de Caron arrivent à la rescousse. Ils convainquent tout le monde de son innocence, apportent même son permis de port d'armes. Aucune charge retenue, alors les assistants le ramènent chez lui, sous le regard de Marco. Une fois le champ libre, Marco s'introduit dans l'appartement. Les infirmières de Caron l'accueillent, et ils les maîtrisent. Marco s'approche du corps endormi de Caron et dit qu'ils vont le laisser en vie, parce que s'il le tue, la police va vite les repérer. Alors il décide d'effacer tout ce qui pourrait lui rappeler quoi que ce soit, ses affaires, son appartement, tout. Ils vont même jusqu'à détruire ses tatouages. Franchement, on peut pas juste effacer proprement? Le lendemain matin, Nora et son amie commencent leur journée à la bibliothèque, à faire des recherches sur Caron et Léa. Elle retrouve la trace d'un enfant, à qui elle raconte apparemment une histoire terrible. On devine que c'est un flashback, parce que Léa réapparaît. Elle trouve une fillette en train de fuir un réseau de trafic d'êtres humains, et essaie de l'aider. Jusqu'à ce que des hommes louches viennent la récupérer. En échange, Léa leur donne son collier en or. Un échange soi-disant équitable, et ils repartent. Sauf que non. Ils reviennent, arrachent la petite fille à Léa. Mais par chance, une voiture de police passe justement par là, et ils tabassent copieusement les trafiquants. Toutes les filles sont libérées. Même les journaux parlent de son geste héroïque. Un vrai coup de filet, plusieurs criminels arrêtés grâce à elle. Sauf que 2 filles restent introuvables. Léa mène sa propre enquête. Et là, Marco débarque et lui avoue qu'il a tué les 2 filles et jeté leur corps à la mer, parce qu'elles avaient parlé de lui. C'était que des enfants. Étonnamment, Léa s'en sort indemne sur le moment, mais on la prévient qu'il compte la tuer chez elle. Alors qu'il s'apprête à passer à l'acte, le courant coupe. Léa parvient à se cacher quelque part dans l'appartement. Il cherche partout, mais c'est justement ce moment-là que Caron choisit pour rentrer chez lui avec des fleurs. Il frappe plusieurs fois, personne répond, il repart. Léa fait l'erreur de pas mettre son téléphone en silencieux, et il la repère grâce à ça. Caron fait aussitôt demi-tour. Il se retrouve enfin. Elle le supplie de s'enfuir. Puis elle murmure, « J'attendais la mort ». Elle arrive. Marco rassemble ses hommes, pendant que Caron et Nora suivent la bande en voiture. Ils retrouvent Marco, sur le point d'entrer seul dans le repère. Caron fonce à l'entrée, se bat contre tous ses hommes.
Ils l'accueillent tous avec des armes de mêlée, on se croirait dans un jeu vidéo. Karan continue le combat, Nora juste derrière lui. Il finit par trouver Marco. C'est l'heure du combat final. Les coups pleuvent, et Karan le domine facilement, même avec ses hommes de main autour. Marco finit par prendre la fuite, complètement paniqué. Karan le poursuit sans relâche, d'autres hommes viennent aider Marco et l'immobilisent. Aucun d'eux n'a pensé à sortir une arme, apparemment Karan est juste trop fort pour eux tous. Juste au moment où il vient de se débarrasser des derniers hommes, son état revient le frapper de plein fouet. Sans photo ni objet souvenir sous la main, il perd complètement le fil, ne sait plus ce qui se passe. Il erre sans but, jusqu'à retomber sur Marco, qui profite de la situation pour le piéger, et le poignarde dans le dos. Nora reçoit une gifle bien méritée pour son intervention. Marco compte profiter de ces 15 minutes pour le torturer, physiquement et mentalement. Il s'apprête à rejouer devant Karan la scène du meurtre de Léa, avec Nora comme victime cette fois. Allez-y, frappez fort, pourrait-on dire. Nora essaie d'intervenir, mais Marco continue de frapper. Karan lui lance alors la barre de fer avec laquelle il vient d'être poignardé. Deuxième round. Et même avec cette profonde blessure, Karan écrase littéralement Marco. C'est à son tour de ressentir la douleur qu'a subie Léa. Un coup parfaitement placé de Karan, et c'est terminé. On nous emmène ensuite dans un orphelinat, baptisé en hommage à Léa. Nora rend visite à Karan pendant qu'il aide les enfants. Il souffre toujours de son amnésie, et Nora lui offre un cadeau, le tout premier objet que Léa et lui avaient acheté ensemble, à l'époque. Léa est vivante? Non, on plaisante, elle est toujours morte. J'espère que vous oublierez pas ça, parce que c'est la fin de Gagini. Ce qui rend Gagini particulièrement marquant, c'est cette idée que la mémoire, c'est pas juste un détail pratique du quotidien, c'est littéralement ce qui fait tenir une identité entière. Karan passe tout le film à se reconstruire lui-même à travers des tatouages, des photos, des notes, parce que sans ça, il redevient une coquille vide, incapable même de reconnaître ses propres alliés. Et c'est justement cette faille que Marco exploite constamment, en jouant avec le temps, en sachant que 15 minutes suffisent pour effacer toute trace de vérité chez son adversaire. Ce qui frappe aussi, c'est ce twist final autour de l'amour. Léa aimait vraiment Karan, mais avait besoin, avant tout, de prouver sa propre valeur, indépendamment de la fortune de son compagnon. Sa mort transforme cette histoire d'amour banal en obsession de vengeance, et pose une question dérangeante. Est-ce que Karan se bat vraiment pour la mémoire de Léa, ou juste pour combler le vide que son propre esprit brisé lui impose chaque quart d'heure? Difficile de trancher, et c'est peut-être ça, le vrai cœur du film.